Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion profonde sur un sujet crucial. À qui profitent les milliards investis en Afrique? Derrière les vastes projets d'infrastructure, les investissements massifs, les accords économiques, se cache une question cruciale qui mérite toute notre attention. À qui profitent les milliards investis en Afrique? Rejoignez-nous pour explorer les ramifications de ces investissements et découvrir qui en bénéficie réellement, qu'il s'agisse des populations locales, des entreprises étrangères ou d'autres acteurs influents. Préparez-vous à une plongée au cœur des enjeux économiques et sociaux qui définissent l'impact des investissements en Afrique. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Prince Sovigidi. Aujourd'hui nous allons plonger dans un débat crucial qui interpelle les consciences. À qui profitent réellement les investissements effectués en Afrique par les Occidentaux? Derrière les promesses de coopération et de développement, il est temps d'analyser de près les implications de ces investissements massifs. Est-ce que les populations locales bénéficient vraiment de ces initiatives ou assistons-nous à un scénario où les intérêts des pays occidentaux prévalent? C'est une question complexe qui soulève des préoccupations sur la transparence, la responsabilité et l'impact réel de ces flux financiers. Après avoir examiné les multiples facettes de cette question, il est temps de conclure notre réflexion. Les milliards investis en Afrique par les pays occidentaux semblent souvent entourés d'ambiguïté et de controverses. La transparence dans la gestion de ces fonds, l'impact réel sur les communautés locales et les bénéfices économiques équitables restent des sujets de préoccupation majeure. À ce sujet, je suis tombé sur une réflexion, pour ne pas dire un développement, d'un ingénieur béninois qui se nomme Fagnon Kofi Samuel. Il est ingénieur mécanicien qui a fait un développement que je vais soumettre à votre analyse. Pourquoi ces milliards investis en Afrique n'ont jamais permis à l'Afrique d'être autonome financièrement et économiquement? La rhétorique financière depuis plus de 60 ans. Les États-Unis, nous allons mettre le paquet sur l'Afrique. Nous allons financer des milliards en Afrique. La France, l'Afrique, c'est l'avenir. Nous allons financer des milliards en Afrique. La Chine, nous allons investir des milliards en Afrique. Le gouvernement indien, nous allons investir des milliards en Afrique. La Russie, nous allons investir en Afrique. L'Italie organise le sommet Afrique-Italie. Et c'est la même rhétorique. Nous allons investir des milliards en Afrique. L'Iran, la Turquie, le Qatar se mobilisent pour investir des milliards en Afrique. Alors vient cette question pertinente de cet ingénieur. À qui profitent réellement ces milliards investis en Afrique depuis plus de 60 ans, après les indépendances, bien sûr? Pourquoi ces milliards investis en Afrique depuis des décennies n'ont jamais permis à l'Afrique de se développer et de devenir autonome? Sa réponse est celle-ci.
Quand les États-Unis financent 100 milliards pour la construction d'une route asphaltée, plus de 80% du financement, soit 80 milliards, repartent aux États-Unis pour acheter les machines et des équipements, car l'Afrique ne dispose pas de la technologie pour fabriquer ses propres machines et ses équipements. Alors, posons-nous la question, à qui profitent ces financements? Bien sûr que ces financements profitent à plus de 80% aux sociétés industrielles des États-Unis. Quand la Chine finance 100 milliards de francs CFA pour la construction des stades, plus de 80% de ces financements, soit 80 milliards, repartent en Chine pour acheter des machines et des équipements, car l'Afrique ne dispose pas de technologie pour fabriquer ces machines et ces équipements. La même question se pose. À qui profitent ces financements en Afrique? Bien sûr que ces financements profitent aussi aux sociétés industrielles chinoises. Quand la France finance 100 milliards de francs CFA pour la construction d'un projet d'électricité, plus de 80% repartent en France pour acheter des machines et des équipements, car l'Afrique ne dispose pas de la technologie pour fabriquer ces machines et ces équipements. La même question se pose. Pareil pour l'Inde, si éventuellement l'Inde finance 100 milliards pour la réalisation d'un projet agricole, plus de 80% du financement repartent en Inde pour acheter des machines, tracteurs agricoles, etc. La même question se pose. À qui profitent ces financements en Afrique? Chers compatriotes, peuple d'Afrique, tant que nous n'allons pas maîtriser la science et la technologie au même titre que les autres peuples, nous demeurerons toujours les parents pauvres de la planète Terre. Car ces milliards investis en Afrique repartiront aussitôt du continent pour aller acheter des biens d'équipement et services en Occident et en Asie. Quelle est donc la solution? La Russie est un pays souverain. Grâce à la maîtrise de la science et la technologie, la Russie forme environ 450 000 ingénieurs par an. Les États-Unis sont un pays souverain également. Grâce à la maîtrise de la science et de la technologie, les États-Unis aussi forment 250 000 ingénieurs par an. L'Iran est aussi un pays souverain. L'Iran, grâce à la maîtrise de la science et de la technologie, forme aussi 250 000 ingénieurs par an. La Chine, toujours un pays souverain, forme environ 1 200 000 ingénieurs par an. L'Inde est un pays souverain. Grâce à la maîtrise de la science et de la technologie, l'Inde forme 600 000 ingénieurs par an. Et nous, en Afrique? Et nous? Et nous? C'est la grande question qui se pose. Moi, je suis frustré. Je suis frustré de voir que des machines qu'on peut fabriquer ici, qui peuvent nous aider à faire des choses extraordinaires. Mais quand on analyse, on voit qu'on est vraiment limité. Il nous manque beaucoup de choses. Pour notre souveraineté économique et militaire, nous devons former des ingénieurs massivement. Au lieu qu'on forme beaucoup de religieux, nous avons cette facilité de former beaucoup de religieux. Je ne suis pas contre. Et je ne suis pas du tout contre qu'on forme les religieux. Mais le nombre
de religieux qu'on forme chez nous en Afrique est supérieur au nombre d'ingénieurs. Est-ce que les religieux peuvent fabriquer les machines dont nous avons besoin pour notre industrialisation? Parce que nous avons besoin d'industrialiser notre continent, pour ne pas dire nos différents pays africains. Le Bénin a besoin de s'industrialiser, c'est obligatoire. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous avons besoin de nous industrialiser massivement pour éviter en grande partie d'importer tout le temps, tout ce dont nous avons besoin. Il faut que nous puissions nous asseoir et réfléchir. Il faut une conférence nationale de l'enseignement technique, professionnel et même industriel. J'aurais même aimé, j'aurais même souhaité qu'on ajoute ce volet industrie à l'enseignement technique et professionnel. Il faut une assise. Il faut que tous les acteurs viennent avec des projets, soumettent au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ceci? De quoi avons-nous besoin? Il nous faut former nos ingénieurs, mécaniciens, polytechniciens, capables de fabriquer toutes sortes de machines et d'équipements sur place en Afrique. Nous devons fabriquer nous-mêmes en Afrique nos tracteurs agricoles pour assurer la mécanisation de l'agriculture. Nous devons fabriquer nous-mêmes nos équipements militaires pour assurer notre défense militaire. C'est pourquoi l'ingénieur que je lis propose ceci: la création des centres d'excellence en mécanique industrielle, équipés des outils mécaniques de précision pour former 10 000 ingénieurs mécaniciens polytechniciens dans chaque pays de l'Afrique, afin d'amorcer l'industrialisation de l'Afrique. Voilà ce que lui a proposé. Et moi je propose, achetons un prototype de machine. Si c'est les machines qui nous intéressent, bien sûr, achetons un prototype et mettons les moyens qu'il faut à disposition aux acteurs et leur demander maintenant de multiplier. Nous allons tricher ce qui est là et ça va devenir un défi important pour nous, acteurs de la technique, pour nous qui sommes dans le système, du jeune surtout, qui avons eu la chance de bénéficier de certaines formations. Ça, je profite pour remercier nos autorités, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin plus de formations pointues dans des centres de formation extérieurs. Nous avons besoin des partenariats pour fabriquer des modèles de machines, de voitures. Pour l'instant, moi je pense que nous avons besoin plus de machines qui sont orientées vers l'agriculture. Parce que si nos pays réussissent à mécaniser en grande partie leur agriculture, je pense que beaucoup de promoteurs agricoles pourront acheter à des prix vraiment subventionnés par l'État. Et ça va leur permettre de faire des productions à grande échelle. Vu nos moyens, moi je propose qu'on achète des prototypes et qu'on nous demande de multiplier. Parce qu'on ne peut pas acheter tout le temps, même si c'est moins cher. Je sais que c'est moins cher en Chine, mais on ne peut pas acheter tout le temps. On ne peut pas acheter tout le temps. Donc en conclusion, il est indéniable que les milliards investis en Afrique suscitent des questions profondes sur la répartition des bénéfices. Notre exploration des enjeux économiques a mis en lumière diverses perspectives, mais le débat reste ouvert. Nous vous invitons à partager vos opinions, vos expériences ou questions dans la section des commentaires. À qui profitent réellement ces milliards investis? Et ces milliards investis
quel changement pourrait améliorer la situation et favoriser le développement durable et équitable. Vos points de vue pourront enrichir notre communauté et sûrement contribueront à une discussion constructive. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. Partagez aussi vos réflexions pour que nous puissions continuer à explorer des sujets passionnants ensemble. Nous devons investir, comme j'ai l'habitude de dire, dans la formation technique. Et investir dans la formation technique, c'est contribuer à investir dans l'industrialisation de nos pays africains. Je voudrais que nous, jeunes, nous puissions commencer par réfléchir autrement, à orienter toutes nos réflexions vers comment nous allons réussir à industrialiser nos pays africains. Maximisons nos ressources dans cette quête, sans oublier d'imiter ceux qui ont pris par là. Je veux dire, les pays qui ont réussi, comme le Brésil. Le Brésil a réussi vraiment dans l'agriculture. Nous pouvons aller à son école et voir comment ont-ils fait. C'est juste des questions, des réflexions que je nous demande de faire pour sauver nos pays africains, pour booster nos économies africaines. Merci de faire partie de cette conversation essentielle. Merci de m'avoir suivi. C'était moi, Prince Oligidi. À très bientôt sur notre chaîne. Ce que vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire.